RFM Matin, jeudi 6 février 2020, il est 7h et nous accueillons Sorna Natambay pour le journal. Bonjour Sorna. Bonjour Georges Diop et bonjour à tous. À la une, violent heurt à Saint-Louis mardi dernier, c'est l'heure du bilan pour la Sénélec. Les pertes matérielles sont évaluées à 50 millions de francs CFA ou même plus. Les pêcheurs qui manifestaient ont saccagé l'agence principale de la société. Le syndicat national et autonome des pêcheurs suggère la dissolution de la commission d'attribution des licences de pêche, une mesure qui pourrait calmer les mouvements d'humeur des pêcheurs devenus récurrents. À la une également à Bombay, les travailleurs du Centre national de recherche agronomique ont arboré des brassards rouges. À l'origine de leur rage, une hausse du coût de l'électricité qu'ils consomment dans leur logement de fonction. La direction évoque la lourdeur des charges pour justifier une telle décision. Sorna Natambay. Une délégation de la Sénélec conduite par son secrétaire général s'est rendue à Saint-Louis pour constater les dégâts occasionnés par les manifestations de mardi dernier. La société devra débloquer environ 50 millions de francs CFA pour tout réparer. Le chef de délégation n'a pas manqué de s'interroger sur les motivations des pêcheurs qui se sont acharnés sur l'agence. Moussa Gueye, secrétaire général de la Sénélec avec Mohamed Nabissilla. C'est aussi un sentiment de désolation parce que Sénélec s'est donné comme mission d'être présentable devant sa clientèle en construisant des agences à coût de milliards, si vous l'avez constaté. L'agence qu'on vient de détruire ici à Saint-Louis représente l'une des agences qui sont conformes au nouvelle référentiel d'agence que Sénélec a adopté. C'est une agence qui a coûté presque 1 milliard de francs, qui a été déjà détruite une première fois et une deuxième fois aujourd'hui. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Mais si pour chaque problème des populations, Sénélec soit le symbole de ce qu'il faut détruire, nous ne savons pas comment faire pour faire plaisir à ces populations. Les agents sont là, mais on peut dire qu'ils ne travaillent pas. Et c'est déjà une perte de chiffre d'affaires chez nous, une perte d'activité. Et il faut aussi reprendre en investissant aussi de l'argent qu'on aurait pu mettre pour le profit de ses clients. On va mettre peut-être 100 millions, 50 millions pour refaire l'agence, mais ces 50 millions auraient pu être utilisés pour peut-être baisser le coût de l'électricité, pour refaire l'agence, ou bien pour mettre même pour ces populations des agences beaucoup plus proches qui seront chez elles. Et sur la langue de Barbarie où se sont produites ces manifestations, des délégués de quartier et autres leaders communautaires appellent à la retenue. Ils demandent au gouvernement de faire des efforts pour une meilleure gestion des licences de pêche. Le reportage de Mohamed Nabissilla. Les délégués de quartier et notables de la langue de Barbarie expriment leurs vives préoccupations suite à la manifestation des pêcheurs qui ont abouti à la destruction de plusieurs biens publics, comme en témoigne le Centre de documentation et des archives de l'OMVS. Nous sommes vraiment désolés après avoir reçu cette belle bâtiment qui ont été saccagés par nos camarades pêcheurs. Toute la langue de Barbarie, les délégués de quartier, les badges de Ngor, les comités de quartier ne sont pas contents. Nous sommes vraiment désolés de sortir dans ce quartier et de voir ce bâtiment en très mauvais état. Nous ne sommes pas contents. Elhaj Papa Alioune Diop, délégué de quartier de Haut-Ndartout, précise que le gouvernement doit faire des efforts pour résoudre ce problème, appelant tout de même au calme pour éviter toutes sortes de confrontations. L'appel que je lance aux autorités, c'est de faire rapidement, de faire sortir les licences des pêcheurs. Je leur demande de rester calme et souverain. Tout ce que avait demandé le gouvernement sénégalais, au nom du président de la République, ils vont le remettre à sur table et ils vont aller travailler. 24 heures après les manifestations, la tension reste vive sur la langue de Barbarie où des jeunes sont encore regroupés à Guet-Ndang dans l'espoir de la délivrance des licences de pêche. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissilla. Le syndicat national et autonome des pêcheurs a son idée sur la façon de gérer cette crise. Tout d'abord, dissoudre la commission d'attribution des licences de pêche. Ensuite, fixer de manière claire les montants des pénalités. Le secrétaire général du dit syndicat était l'invité de RFM Soir. Je vous propose d'écouter ce morceau choisi par Elhaj Diop. Il faut que la structure qui est en train de gérer ces licences de pêche et qui les gère d'une manière opaque soit dessaisie de la gestion de ces licences. Que l'autorité reprenne les licences. Parce que ces licences, c'est le fruit d'une coopération entre deux pays. Ces licences, ce n'est pas la propriété de qui que ce soit. Qu'on les mette sur la table, qu'on les gère d'une manière transparente, démocratique, inclusive et participative. Ce qui va rassurer tout le monde. Et que les montants des pénalités soient fixés. Soient fixés et annoncés à l'avance. Que l'on sache que telle pirogue qui prend telle espèce paiera une amende de temps
au départ. On ne peut pas aller à un jeu dont on ne connaît pas les règles au départ. C'était Moustapha Dieng, secrétaire général du syndicat national et autonome des pêcheurs. Le Centre national de recherche agronomique de Bombay, qui dépend de l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agronomique, traverse une crise. Des agents ont organisé un sit-in pour dénoncer la hausse de leurs factures d'électricité. La direction du centre a décidé de leur faire payer plus à cause des charges devenues trop lourdes. Bombay, Babacar Diouf. Ce sont des chercheurs, des techniciens de l'agriculture qui ont mis du rouge pour dénoncer la hausse de 300% notée sur le prix de l'électricité. Dr Issa Faye est chercheur à l'ISRA de Bombay. Avons tenu un sitting en réponse à un comportement des autorités de l'ISRA que nous fustigeons. En effet, au mois de décembre 2019, la direction générale de l'ISRA a pris la décision, suivant la note de service numéro 72-121, d'augmenter le prix du kilowatt de l'électricité de 30,4 francs CFA à 109,109 francs CFA, soit une hausse de plus de 300%, ce qui est inadmissible. Les agents du CNRA se sont réunis le 9 décembre 2019 et un mémorandum a été adressé au directeur général de l'ISRA pour s'accorder sur une nouvelle tarification. La direction du Centre national de recherche agronomique confirme la hausse mais apporte des explications. Docteur Nathalie Diagne, la directrice. Dans ces logements, l'agent est tenu donc de payer l'électricité et l'eau. Maintenant, comme vous le savez, les charges de l'Institut sont devenues plus lourdes. En plus de ça aussi, le budget de l'Institut, c'est un budget qui a beaucoup diminué. Ce qui fait que l'Institut ne peut plus apporter la contribution qu'elle apportait donc, pour la prise en charge de l'électricité. En tout état de cause, si ce bras de fer continue, c'est le secteur de l'agriculture qui en prendra un sacré coup. Bombay, RFM, Babacar Diouf. RFM, partout, tout le temps. Il est 7h07. Le comité de pilotage du dialogue national a examiné les 6 commissions. Seules 4 ont été validées. La conférence des présidents a repoussé la validation des commissions économiques, sociales et environnement durable pour quelques formalités. Par ailleurs, retenez que les travaux se poursuivent ce jeudi. Les explications d'Amadou Sabarba. Après 10 tours d'horloge, la conférence des présidents du comité du dialogue national a examiné 6 commissions. 4 ont été adoptées et 2 recalées. Il s'agit des commissions économie sociale et environnement durable. Mamadou Bambandiaï, porte-parole du jour. C'est la commission économique et sociale et la commission environnement et cadre de vie. Donc il y a eu vraiment beaucoup de propositions qui ont été faites et la plénière a estimé qu'il valait mieux que les commissions continuent à travailler et donnent le résultat de leur travail à la conférence des présidents. Parce que comme vous le savez, les termes de référence, c'est une étape extrêmement importante parce que ça détermine tout le reste. Pourquoi la plénière a consacré toute cette attention à cette question. Cette rencontre met fin à la première étape du dialogue national. Un travail de réflexion en commission sera entamé dès ce jeudi. Cette deuxième étape va continuer jusque vers mi-mars, sera sanctionnée par le dépôt des rapports des commissions. Après cela, le comité de pilotage reprendra la main pour élaborer le rapport final. Un appel à l'expertise externe va être lancé pour les travaux des commissions sous la supervision de la conférence des présidents, selon les rapporteurs. Amadou Sabarba, des échanges de propos virent au meurtre à Yoff. Un charretier a poignardé un homme qui travaillait dans une usine de poissons. Le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie. Écoutons le témoignage d'un conseiller municipal à la mairie de Yoff, Diabel Mbegere, joint par Abdou Diouf Junior. Nous avons l'habitude de faire une descente au quai de pêche pour résoudre des problèmes. Un de mes agents m'a contacté pour me faire savoir qu'un charretier a poignardé quelqu'un. Ils l'ont mis à l'abri de la foule furieuse. J'ai appelé le commandant pour lui apprendre que la victime est en train d'être acheminée au centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff. C'est en cours de route qu'on m'a appris que la victime a rendu l'âme. Le charretier nous a dit que c'est de la légitime défense. Ils étaient nombreux à vouloir le lyncher. Il est allé chercher son couteau. Un témoin a confirmé cela. Mais comme j'ai dit, mon rôle, c'est d'alerter la gendarmerie en cas de pareilles circonstances pour qu'elle fasse son travail. Des propos traduits par Abdou Diouf Junior et c'est la fin de ce journal Georges à 7h10. Timing respecté, merci Sorna Natambaye et excellente journée. Les sports, cher Tidiane Diagne. Oui.
Cher les titres. Basketball, le début du championnat initialement prévu pour ce week-end-ci, repoussé à une semaine après une décision qui a été prise par la Fédération sénégalaise de basketball pour permettre au club de mieux se préparer sur le plan administratif. Nous dit-on en football, Ligue africaine des clubs champions. On connaît les affiches des quarts de finale. La double tenante du titre, l'Espérance de Tunis, va affronter le Zamalek d'Égypte en Coupe de la Confédération. Le Oroya AC va jouer contre Enyimba du Nigeria en quart de finale. Et puis dans ce journal des sports, nous sommes rendus à Guinguinéo qui réclame toujours son stade Omnisport et les travaux durent depuis 2005. Merci cher Tidiane Diagne. À suivre la chronique du jour aujourd'hui, Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Georges. À tout à l'heure, on vous retrouve pour la chronique, on vous retrouve bien sûr après la chronique culture de Anna Rocha. L'invité de RFM Matin, ce jeudi 6 février 2020, Wal Diodio Ndiaye, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Nous allons parler du dialogue politique, tenter de faire l'état des lieux. À 7h11, la chronique culture Anna Rocha. Bonjour à tous. Une soirée folklorique à Niakhar pour promouvoir les talents locaux. Coiffure, couture, danse et chant étaient au rendez-vous. Cette nuit dite des talents a pour but de montrer le savoir-faire local, selon la promotrice. La correspondance d'Aminata Goudjabi. L'ambiance était folklorique sur la place publique de Niakhar. Coiffeuses, tailleurs, danseurs et chanteurs se sont succédés sur le podium. Le talent caché des jeunes artisans et artistes de la commune de Niakhar est allé sur toutes ses facettes. Khadi, une coiffeuse bien enthousiaste, salue l'organisation de cette nuit des talents. C'est une bonne chose pour nous, jeunes de Niakhar. C'est la première fois que je participe à cette soirée, mais je suis vraiment contente. La coiffure, c'est mon métier. Et je l'adore. Papiaï, la quarantaine, est tailleur. Vous allez voir de jolis modèles, des modèles que vous ne voyez même pas à Dakar. Nous voulons montrer aux gens que les tailleurs de Dakar ne sont pas plus talentueux que nous, mais c'est difficile à croire. Et ce que vous voyez est une preuve. Cette nuit des talents de Niakhar en est à sa deuxième édition. La promotrice Mariam Sen dit vouloir offrir aux jeunes de Niakhar un cadre de démonstration de leurs talents. Et on est là pour vraiment accompagner la jeunesse, culture, éducation et tout. Donc vous avez vraiment vu. Cette nuit, on l'a initié pour faire la promotion des coiffeuses et des tailleurs. Entre autres, nous voulons montrer aux gens qu'à Niakhar, il y a de vrais talents. Il faut que nous les soutenons. Et c'est ce qui m'a motivé. Il y a de vrais talents. À la fin de la soirée, des trophées ont été remis aux participants les plus impressionnants de par leurs talents. Dans l'agenda culturel ce jeudi, la présentation du dernier livre de Barbara Krippendorf, alias Mam Seynabou. L'ouvrage est intitulé Ma Sop Sénégal, Afrique mon amour. L'auteur rencontre la presse à 11h au Centre culturel Blaise Senghor. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Merci Anna. Rendez-vous est pris. RFM, la chronique du jour. À présent, la chronique du jour. Abdoulaye Ndiaye, votre chronique de ce jeudi, vous la consacrez au regain de violence des mouvements djihadistes au Burkina Faso. Cela nécessite, et vous en êtes convaincu, une solidarité sous-régionale. Près de 800 victimes depuis 5 ans, c'est l'œuvre de mouvements dits islamistes au nord et au centre du pays. Cela fait que le Burkina vit aujourd'hui le martyr et semble de plus en plus dans l'impossibilité de contenir à lui seul les hordes de barbares djihadistes. Surtout qu'à chaque méfait, le même scénario. Des assaillants sortis de nulle part sur des motos lourdement armées, animés d'une volonté de décimer d'innocentes populations. Voilà qui nous fait dire que le Burkina, à la fois loin et si près de nous, interpelle notre conscience de citoyens d'un même espace géopolitique. Et qu'au-delà d'une gestion individuelle de nos contradictions internes liées à des gouvernances objets de critique, nous ne devons fermer les yeux sur le spectacle de mort et de désolation qui s'installe dans ces régions du nord et du centre, à la frontière avec le Mali et le Niger. Cette situation accentue le déplacement vers les zones les plus sûres de plus d'un demi-million de personnes. Il est par ailleurs à se demander, au sortir de ce dernier sommet de Pau entre la France et le G5 Sahel, qui permet de clarifier la position des uns et des autres,
Si une force Barkhane renforcée, positionnée à la frontière des trois pays, suffit à endiguer les attaques djihadistes au vu de l'étendue du territoire et du mode opératoire des terroristes. Pas plus que ne nous paraît être la solution, une nouvelle décision de Ouagadougou d'armer des civils pour faire de l'autodéfense. Les conséquences au Mali, sous la forme de confrontations intercommunautaires par milices interposées, doivent faire réfléchir avant la prise d'une telle décision. Au fond, seule une mutualisation de nos forces régulières, appuyées par la communauté internationale, avec la France et ses plus de 5000 soldats, pourrait permettre, dans une offensive générale, de bouter des terroristes hors de la zone du Sahel. Nous, Sénégalais, devons occuper toute notre place dans cette lutte de salubrité régionale. Merci Abdoulaye Ndiaye. On vous retrouve jeudi prochain pour une autre chronique. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 6 février 2020. Mohamed Talimba, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Le coronavirus et la détresse des parents de nos compatriotes bloqués à Wuhan, le foyer de l'épidémie en Chine. Conférence de presse hier pour dire aux chefs de l'État toute leur déception de voir le Sénégal abandonner ses fils à ce qu'ils appellent une mort certaine. Les parents veulent une exfiltration immédiate pour que le Sénégal ne rapatrie pas la dépouille de leur fils victime de coronavirus. Si le malheur survenait, ils ne voudraient point être ainsi déclare un parent. Le journal Vox Populi estime que Macky a fait pleurer les parents des Sénégalais de Wuhan après qu'il a avoué l'impuissance du Sénégal, l'incapacité de notre pays de rapatrier ses étudiants bloqués à Wuhan. C'était le 3 février dernier. Pour le journal Source, la sortie de Macky a fini de jeter le désarroi, la confusion et l'émoi dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée. Aux yeux du journal ou à Grand Place, il s'agit là ni plus ni moins que d'un cri de détresse. La Tribune écrit pour sa part que le virus du rapatriement hante le Sénégal, mais selon le journal Enquête, après sa communication bancale, l'État du Sénégal a fini par se ressaisir en faisant l'état des lieux de sa force de riposte. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, on a donné un autre sens à la déclaration du président de la République. L'État rectifie d'ailleurs le tir, écrit promptement le confrère. Et Dr Abdoulaye Boussou du ministère de la Santé de rassurer, nous n'avons pas peur, comme je le disais, à faire avec Ebola, d'avoir des cas, affirme-t-il. Pour le journal Dakar est en alerte. Le Sénégal s'est prévenu, réaffirme Diouf Sarr, le ministre de la Santé. Toutes les dispositions ont été prises pour barrer la route au coronavirus. En tournée nationale, le président du grand parti Malick Gakou estime que le Sénégal n'a pas fait grand-chose pour amener ses fils à la maison. C'est pourquoi il appelle les Sénégalais à s'organiser pour faire revenir leurs compatriotes dans les prochaines 72 heures. En tout état de cause, le commentateur de Vox Populi avertit, si par malheur quelque chose venait à arriver à ces Sénégalais bloqués à Wuhan, le gouvernement du président Macky Sall s'en relèverait difficilement, car s'il est établi que le Sénégal n'a pas la logistique nécessaire pour rapatrier ces Sénégalais, rien n'empêche son excellence de demander de l'aide aux amis. Le confrère soutient que l'Algérie a évacué à bord d'un appareil d'Air Algérie ses ressortissants, mais aussi 10 Tunisiens, des Libyens et des Mauritaniens à la demande de leurs autorités. Alors, à combien de pays qui siphonnent nos ressources naturelles et financières son excellence pouvait-il demander un coup de pouce, se demande le commentateur. Dans sa réponse, il soutient trop fier pour ça. Et pourtant, ce matin, Le Soleil informe que les relations entre le Pékin et Dakar sont au bout fixe. La Chine, touchée par la solidarité du Sénégal suite à la lettre de félicitations à l'occasion du Nouvel An chinois et au message de solidarité de Macky Sall adressé à son homologue chinois et à ce peuple au moment où la Chine combat l'épidémie de coronavirus. Le président de la Chine a exprimé, selon toujours Le Soleil, en retour ses remerciements à Macky Sall à travers, selon le confrère, une lettre. Après les manifestations qui ont embrasé Saint-Louis, Guet-Ndar retrouve son calme. Reportage du journal Le Quotidien qui constate que la nuit a porté conseil aux pêcheurs guet-ndariens. Le journal Ouah Grand Place en profite pour se pencher sur l'éternel casse-tête que représentent les accords de pêche, un code de pêche mauritanien plus restrictif qui demande donc aux pêcheurs, qui expose plutôt les pêcheurs sénégalais sur 20 000 embarcations. Seuls
400 pirogues sont accordées aux pêcheurs sénégalais. Les captures sénégalaises, selon toujours à Grand Place, sont débarquées en présence d'experts halieutiques mauritaniens. Une délimitation matérielle de la frontière entre les deux pays inexistante. Dans le journal Record, Mbaye Diagne et le FC Bruges, il dit « Je regrette ce qui s'est passé ». Le penalty raté dans Soulam, c'est Gris Bordeaux et sa carrière, interrogation sur sa carrière à 6 mois de la fin de la saison. Le confrère de se demander si Gris ne file pas vers sa 7e saison blanche, campagne sabbatique 1997, 98, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016. Entre autres, 23 ans de carrière, 22 combats, 11 victoires, 9 défaites, 200 verdicts à lire dans ce lame de ce matin.